Mon nom de famille, c'est Guénoun. C'est un nom qui est porté dans le Maghreb aussi bien par des juifs algériens, comme c'était le cas de ma famille, que par des gens qu'on dit musulmans, ou bien des supposés arabes au Maroc, et beaucoup de Kabyles. Voilà, ça c'est mon nom de famille. Mon prénom c'est Denis. Et voilà, je suis né en 1946, donc au moment où nous parlons, j'ai 75 ans. Je suis aussi peu alsacien que possible en apparence, mais j'espère que cet entretien nous permettra de nuancer cette affirmation. En 2 mots, j'ai eu principalement 2 vies professionnelles. Une dans le théâtre, qui m'a amené à faire du théâtre comme comédien, comme metteur en scène, puis à créer une compagnie, l'Attroupement, puis être directeur de théâtre, en particulier à Reims, du Centre dramatique de Reims, et d'autres choses, à continuer à pratiquer le théâtre comme metteur en scène ou comme acteur, comme écrivain aussi, écrivain de théâtre. Ça, c'était un côté. Puis une vie universitaire, par ailleurs, qui m'a conduit à enseigner successivement, d'abord en lycée, puis à l'université de Strasbourg, en philosophie, dans le département de philosophie, puis à Nantes et à Rennes, et enfin à la Sorbonne, où bon, là, j'ai été professeur pendant 13 ans, et dont je suis maintenant professeur émérite à la Sorbonne Université. L'Alsace en général, et principalement Strasbourg, mais pas seulement, ça a été, et je pense que ça reste très très important dans mon histoire personnelle. J'y ai vécu à 3 périodes de quelques années chaque fois, qui ont été des périodes très importantes, pour des raisons aussi bien personnelles que professionnelles, avec des événements extrêmement marquants. Et même avant cela, puisque la première de ces périodes, j'avais environ 22 ans, en effet, en Algérie, où je suis né, il y a eu au moins 2, mais il y en a eu d'autres, je suis sûr, 2 présences d'Alsaciens qui ont eu une importance très forte. D'abord, j'ai remarqué, mais je l'ai su après coup, que parmi mes maîtres de l'école primaire, donc sur 5 années d'école primaire, il y avait 3 maîtres qui étaient alsaciens, ou d'origine alsacienne. Je ne savais pas qu'ils étaient alsaciens. Je crois que je l'ai su à la fin de l'école pour l'un d'entre eux seulement. Et je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. 2 frères, Hermann, et un maître de petite classe qui s'appelait M. Reinig. Il y avait beaucoup d'Alsaciens en Algérie, pour des raisons qui sont connues. Et d'autre part, si je suis venu en Alsace très jeune, c'est parce que j'avais un très vif désir de faire du théâtre, d'être acteur. Et quand j'étais enfant, je pensais que faire du théâtre, c'était aller à Paris et faire le conservatoire. Or, les aléas de la vie m'ont fait rencontrer un soldat qui faisait son service militaire en Algérie pour des raisons familiales. Je l'ai rencontré pour des raisons familiales. Il s'appelait Jean Turlier. C'était un acteur qui faisait partie du groupe 1 des promotions du TNS. Je lui ai dit que je voulais être acteur dès que j'ai appris qu'il était comédien, comme il disait, c'est un mot que je ne connaissais pas bien. Et je lui ai dit mon désir d'aller à Paris pour faire le conservatoire. Et il m'en a vivement dissuadé. Il m'a dit mais non, mais pas du tout, c'est une très mauvaise idée. Pour devenir acteur, il faut aller à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il y a une école qui est bien meilleure. Du coup, je me suis renseigné, je n'ai cessé de rêver de cette école de Strasbourg pendant toute mon adolescence. Et comme je n'ai pas pu m'y présenter au bac, au moment du bac, d'abord parce qu'on était revenu en France entre-temps, arrivé en France entre-temps, d'abord parce que j'étais trop jeune, j'ai passé le bac à 17 ans et on entrait à Strasbourg qu'à 18, et d'autre part parce que mon père était assez ouvert à mes projets, mais ne voulait pas entendre parler du fait que je ne fasse pas d'études, et il m'a dit bon, passe donc une licence et on verra après. Et donc j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Je suis arrivé en Alsace à 22 ans, par choix, puisque je devais avoir une première nomination, un petit poste de maître auxiliaire dans un collège, et j'ai demandé l'Alsace. J'ai même demandé, sans savoir ce que je demandais, j'ai même demandé Haguenau. Pourquoi Haguenau? Parce que c'était le plus loin possible de Aix dont je venais sur la carte. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai été nommé à Colmar.
où entre l'année 68-69, j'ai passé une année exceptionnelle, une des plus belles de mon souvenir, parce que j'ai découvert Colmar et l'Alsace avec un guide prodigieux qui était un de mes collègues, professeur de musique, qui s'appelait Raymond Roche, qui était bien plus âgé que moi, et qui était vraiment un Alsacien. Moi, je ne les connaissais pas. C'est avec lui que j'ai commencé à regarder, à découvrir ce que ça voulait dire. Il m'a beaucoup emmené en promenade dans les Vosges, dans les vallées au-dessus de Colmar. Comme jeune prof, donc à 22 ans, entre 22 et 23 ans, j'étais prof de français avec des classes de 6e et de 5e. C'était une expérience pour moi éblouissante. J'étais d'une dynastie d'instituteurs et de professeurs. L'enseignement, c'était la vocation majeure. Et voilà, j'ai eu une énorme joie. Et en particulier, j'avais une petite classe de 6e, très très vivante, dont une grande partie, je crois un peu plus de la moitié, si je me souviens bien, des élèves parlaient alsacien. Et comme j'avais une manière d'enseigner qui était juste après mai 68, hein, c'était en septembre 68, très, très fondée sur le dialogue, l'ouverture, je m'en étais très vite aperçu, j'avais beaucoup de curiosité à cet égard. Et on a fait un spectacle scolaire. La classe, c'était la 6e 6, et le spectacle s'appelait Les Mystères de la 6e 6. Et ils avaient créé une histoire, enfin, qui était évidemment imitée de choses qu'ils lisaient ou qu'ils voyaient. Et ce que j'ai plaisir à dire ici, c'est que, donc en mai ou peut-être juin 69, le spectacle était en grande partie en alsacien, que je ne comprenais pas. Et c'est moi qui dirigeais le spectacle, mais je les avais fait improviser, je leur demandais de m'expliquer en gros ce qu'ils disaient, mais ils prenaient beaucoup de liberté. Ils en ont pris surtout beaucoup le jour de la représentation, il y avait toutes les familles, et le spectacle qui était prévu pour durer 45 minutes a duré 1h30 à cause des improvisations en alsacien, parce qu'ils se sont lâchés. Je dirais particulièrement, elles se sont lâchées, parce que les petites filles étaient extraordinaires. Les gosses me disaient qu'ils étaient très étonnés que je leur demande de parler alsacien. Ils me disaient, vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Et je dis, mais pourquoi vous me posez cette question? Ils disaient, parce qu'on avait ou on n'a pas le droit. Et moi, je veux leur dire, oui, mais attendez, depuis le mois de mai, plus rien n'est pareil. On est passé dans une autre phase. Je me rappelle que certains de mes collègues, mais l'administration du collège n'a absolument objecté à rien. Je ne suis pas sûr de leur avoir demandé la permission, mais enfin, ils ont dû quand même s'en rendre compte avant la représentation. Je crois qu'il y en a eu 2 des représentations, si mon souvenir est bon. Mais certains de mes collègues, et Raymond, puisque encore lui, mais même, je pense, Gérard Condamberger, me disait, c'est quand même un peu audacieux, quoi. C'est un peu risqué. Mais j'en ai pas spécialement conscience, hein, moi, que c'était risqué. Et si c'était risqué, c'était pour moi une raison de plus de le faire. Je veux dire, j'étais très content de ça. Donc j'ai senti, oui, que c'était quelque chose qui était nouveau, qui pouvait avoir lieu, qui n'avait pas lieu avant. Et d'ailleurs, ça se sentait dans la jubilation, l'espèce de incroyable fierté, mêlée de plaisir des enfants à parler alsacien, d'une part dans la classe, d'autre part en jouant du fait que je ne les comprenais pas. Moi aussi, j'étais prêté au jeu. Et alors, quand il y a eu la représentation, il y avait beaucoup de familles, là, c'était une joie incroyable. Pour eux, une fierté. Et d'ailleurs, les familles répondaient bien, quoi. Cette année-là, je suis devenu ami, très proche ami, d'abord avec Claire Nancy, puis Jean-Luc Nancy, puis Philippe et Francine Lacoue-Labarthe. Et Jean-Luc a beaucoup contribué à ce spectacle parce que c'était une affaire de... Il y avait une machine infernale dans le scénario qu'avaient inventé les enfants. Et Jean-Luc a construit cette machine avec des vélos en mauvais état, avec il aimait beaucoup bricoler, Jean-Luc. Et il en a gardé un souvenir puisqu'il en a parlé encore assez récemment dans un texte qu'il a eu la gentillesse de publier, voilà, à propos de ces choses-là. Voilà, ça c'était l'année 68-69, année merveilleuse. Je suis resté dans ce premier séjour en Alsace jusqu'en 71. J'ai fait au moins 2 choses pour ne parler que de cela, particulièrement fortes. Bon, d'une part, j'ai passé l'agrégation de philosophie. J'avais pas fait d'études de philosophie, j'ai fait des études de lettres. Mais Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe m'ont convaincu de passer quand même l'agrég de philo, que j'ai eu.
Et puis, en 70, rejoignant enfin ce TNS après lequel je soupirais, j'ai rencontré, grâce à Bernard Bloch, dont j'avais fait la connaissance dans un contexte politique. J'étais communiste à l'époque, et lui aussi, on s'était croisés à l'Union des étudiants communistes. J'étais plus étudiant, mais enfin, on s'est croisés là. Et Bernard commençait son travail d'acteur. Il avait été embauché par Gaston Young dans un spectacle qui s'appelait Les prisonniers de la baie des cochons, et qui jouait au Théâtre des Drapiers, petit théâtre que Gaston Young avait, je crois, réaménagé. Enfin, voilà. Je suis allé voir le spectacle. Il y avait à la caisse 2 femmes qui vendaient les billets, Claudine Gironès et Pia Young. Et pourquoi je cite leur nom? Bon, parce que en fait, je suis allé le voir, il y avait Bernard qui jouait là-dedans, j'ai pris mon billet, j'ai assisté au spectacle, j'étais émerveillé. Il n'y avait que des gens du TNS, je ne sais pas si on peut dire ça, c'était un groupe d'anciens élèves de l'école, donc tous sont maintenant des amis ou des personnalités très marquantes. Et donc j'ai découvert que ces gens étaient les gens du TNS en quelque sorte. Ils jouaient par ailleurs dans les spectacles du TNS. Et j'ai vu ce spectacle qui m'a émerveillé. Je suis revenu le lendemain pour le revoir. Puis je suis revenu le surlendemain. À ce moment-là, Pia Young et Claudine m'ont dit « Mais vous n'étiez pas là hier ?» Je dis « Oui, j'étais là hier et avant-hier. » Elle me dit « Mais vous n'allez pas vous repayer ?» J'ai dit « Oui, d'autant plus que je vais revenir encore. » Et donc, à partir de ce soir-là, j'ai pu payer. Je suis venu tous les soirs pendant un mois. Je crois que j'ai vu le spectacle entre 21 et 22 ou 23 fois. Ça a été à la fois une formation accélérée pour me comprendre ce dont il s'agissait dans ce théâtre d'aujourd'hui. Puis je me suis fait des amitiés déterminantes, en particulier celle de Robert Gironès, qui était acteur dans le spectacle. Et voilà, et puis on s'est rencontrés, et on était appelés à faire beaucoup de choses ensemble. On a fait donc un spectacle à l'été 71, qui a été joué au Festival d'Avignon, qui était une sorte de reprise adaptée de ce spectacle-là, qui s'appelait Playa Girón 61. Ce spectacle a été joué en off à Avignon, ça n'existait pas encore vraiment le off, mais c'était comme ça. Il a eu beaucoup de succès, et j'ai su qu'il avait été repris au TNS, joué au TNS. Je l'ai su parce que j'ai fait mon service militaire. Vous voyez, je suis bavard. Hein. J'ai fait mon service militaire dans le Midi, et bon, il y avait un de mes comment on dit, camarades de chambrée qui était alsacien, mais je n'avais pas accordé à ça un intérêt particulier. Et puis un jour, on avait le droit de partir en week-end. Je suis revenu de week-end et j'ai vu la chambrée tapissée d'affiches du TNS, où il y avait Playa Girón 61, interrogatoire cubain, réalisé en spectacle par Robert Gironès et Denis Guénon. Voilà, ça c'était l'épisode 68-71. Quand je suis arrivé à Colmar, je suis arrivé le jour où je suis arrivé à Colmar, le 23 septembre 68, en train, le petit matin, avec mes valises, venant du Midi. Je cherchais un bar pour prendre un café. Je n'ai pas trouvé, parce que je ne voyais pas ce que c'était qu'un bar. Je ne les voyais pas, parce que je connaissais comme étant des bars dans la ville. J'ai marché avec mes valises, je ne les voyais pas. Et puis je suis arrivé sur la place du Coiffus, je crois qu'on dit à Colmar. Il y avait un endroit où il y avait quand même marqué sur l'enseigne café. Je suis rentré dans un endroit que, pour moi, c'était pas un bar, c'était tout autre chose. Et j'ai du mal à aller dans un bistrot à Strasbourg aujourd'hui si je ne vois pas, si je ne retrouve pas ça. Bien sûr, les nappes, enfin le truc, le style, le ton. Et le monsieur qui me répondait, je comprenais à peine ce qu'il disait. Et lui, pareil, il me comprenait à peine quand je lui demandais quelque chose. Donc c'était très présent, très intense. Je n'avais pas de doctrine là-dessus. J'étais gauchiste, comme on disait à l'époque. J'étais sorti de 68. Je crois que j'étais encore au PC. Non, je suis peut-être parti pendant l'été. J'ai peut-être quitté le PC pendant l'été, après les événements de Prague, en 68. Mais j'avais cette sensibilité qui était, même pour un communiste, disons, membre du parti, était de sensibilité assez libertaire. Donc quand les enfants moi je trouvais qu'il fallait qu'ils parlent leur langue. J'avais pas de doctrine là-dessus, ça me paraissait naturel. Et j'avais un très grand plaisir à l'écouter. Alors Raymond Roche, je lui ai demandé de m'apprendre quelques mots. Il m'a appris un quatrain.
d'une espèce de proverbe alsacien. Là encore, je ne me risque pas à le dire devant vous, mais je l'ai encore dans l'oreille, je le connais parfaitement. Et lui, il était imprégné de culture alsacienne, à toutes sortes de titres. Et il avait un accent très net, et il en parlait beaucoup. Il était par ailleurs un excellent musicien. C'était extrêmement présent, avec une espèce d'a priori très positif. C'était la culture de ces gens, la vie populaire de ces gens. Et je partais de l'idée, pour des raisons politiques, disons, que c'était bien, et que ça devait être vivant et vivre, quoi. Souvent les Alsaciens ont mauvaise conscience ou avaient mauvaise conscience, peut-être maintenant c'est un peu en train de changer, avaient mauvaise conscience devant l'administration d'État et devant l'école, pour ne parler que ça. J'ai noué cette année-là une amitié qui est absolument indéfectible. J'avais 22 ans, hein, avec quelqu'un qui était un de mes élèves en 5e. Donc c'était pas une amitié à l'époque, c'était une relation pédagogique, voilà. Bon. Et il se trouve que quand il a grandi, il est revenu me voir, il s'appelle Maurice Schnee. Il vit à Strasbourg, et lui, avec sa famille, avec son épouse qui est née Gangloff, et lui, il était né dans un milieu extrêmement dialectophone. Mais il avait beaucoup de difficultés à me faire entendre le moindre mot en alsacien. Il y avait une espèce de réticence à cela. Et bon, c'est quelqu'un qui incarne, enfin, avec d'autres, avec plusieurs autres, ce que j'aime beaucoup ici. Mais en effet, moi, j'ai très vite entendu un chant qui m'a rapproché, bon, j'avais d'autres raisons, mais qui m'a rapproché par une voie particulière du monde linguistique et culturel germanique. Je crois que dans la culture de l'enfance, l'Alsace était présente seulement par la littérature. Et, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait cette affaire, c'est un conte, c'est de qui, d'Alphonse Daudet, je ne sais plus, la dernière classe, quelque chose comme ça, l'histoire de la dernière leçon d'un maître qui devait abandonner ses élèves au moment de la partition, enfin de l'annexion de l'Alsace. Voilà, c'était un épisode historique que je connaissais un peu, comme on connaît l'histoire à cet âge-là, mais pas plus. Moi, j'étais enfant ou adolescent, c'était un morceau de France. On avait la carte de France, il y avait l'Alsace et Strasbourg dedans. On ne pensait même pas tellement. C'est en arrivant ici que j'ai ressenti la richesse prodigieuse de cette expérience historique dans sa complexité. Par exemple, Raymond Roche, dont nous avons parlé, je suis content qu'on lui... Mais il n'était pas le seul, hein, Alsacien marquant. Il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Gérard Cronenberger, qui était surveillant à l'époque, qui était vraiment une alsacianité revendiquée, magnifique, truculente à beaucoup d'égards. Mais Raymond Roche, par exemple, allait tous les étés avec sa famille en vacances à Périgueux, dans le Périgord. Et j'ai compris, il m'a raconté que c'était à cause de l'évacuation et que lui-même et sa famille s'étaient retrouvés dans le Périgord et qu'il avait noué là des liens qui ne s'étaient jamais dissous avec des familles. Et il me racontait cette histoire, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Donc c'est là, c'était une... Bon, j'avais 22 ans, c'est une belle époque, où ça peut être une très sinistre époque, mais là, je trouve qu'elle était très belle dans ma vie. Et c'était à la fois quelque chose qui touchait l'aspect physique, la nature, et en particulier les Vosges. La neige, les vallées, je n'avais jamais pu imaginer qu'on puisse aller dîner comme ça le soir dans un coin perdu, dans une espèce de taverne perdue dans une vallée à 15 ou 20 kilomètres de Colmar, et passer des soirées interminables à parler, à se raconter des histoires qui n'en finissaient plus, à boire quelques coups, etc. Donc voilà, c'était ça. C'était d'abord la nature physique, la ville, Colmar, qui est une ville absolument magnifique, et la plaine et tout ça. On est allé une seule fois en Allemagne, il nous a emmenés à Donaueschingen, où il y avait un festival de musique contemporaine.
Et on a entendu un concert. Mais sinon, après, bon, je me rappelle que Jean-Luc Nancy disait que Heidegger était pas loin, de l'autre côté. Mais voilà, c'était les gens et la nature. Et la langue, comme ça, qui était, je dissociais pas, mais qui faisait partie de ce monde-là. Quel rapport avec le monde germanique ou avec l'Allemagne? Tout de suite, Raymond Rauch insistait, c'est d'ailleurs l'objet du petit quatrain qu'il m'avait appris, sur la différence avec les Allemands, sur la revendication de la nationalité française. Il insistait beaucoup là-dessus. Il y tenait, il était pétri de culture germanique, mais il insistait beaucoup sur cette nationalité française à laquelle il tenait énormément. Voilà, quand j'entends un Alsacien parler alsacien, j'entends bien que ce n'est pas la même chose que tel ou tel accent venu d'Allemagne, ou telle ou telle prononciation venue d'Allemagne. Dans les années suivantes, puisque je suis revenu en Alsace 2 fois pour des séjours aussi marquants que le premier, mais pour d'autres raisons, dans les années suivantes, bien sûr, j'ai avivé ma curiosité, j'ai essayé de comprendre. Je n'ai pas eu beaucoup conscience du patrimoine culturel, littéraire, en dehors de quelques aspects de folklore, tu vois, graphique ou... Voilà, mais je n'ai pas eu conscience du patrimoine historique et culturel de l'Alsace. Je dirais, c'est à peine si, dans les années suivantes, j'ai appris l'existence d'un théâtre dialectal, par exemple, puisque j'ai fait du théâtre après, que je regardais avec énormément de sympathie, parce que c'était a priori quelque chose, c'était du théâtre populaire, et nous, moi j'avais cet a priori favorable au théâtre populaire, résolument, aux formes populaires du théâtre. Donc j'avais un a priori très favorable. Je connaissais l'existence du Parapluie, je connaissais l'existence de Germain Müller sans même savoir à l'époque que j'avais croisé son fils, je n'en savais rien, Dominique. Voilà, Bernard Bloch m'en parlait avec beaucoup de plaisir, parce que lui, quand il y allait, c'était pour lui un énorme plaisir de joie, de rire et de théâtre, de communication directe entre la scène et l'auditoire. Voilà, mais je ne connaissais pas beaucoup d'autres choses. En fait, c'est beaucoup plus récent d'avoir découvert quelque chose comme ça. Les autres séjours à Strasbourg ont été très importants pour des raisons personnelles. Je m'y suis marié. Alors c'était dans le 3e séjour. Je m'y suis marié avec Paola Maratti, qui est italienne. Nous sommes mariés à la mairie de Strasbourg. C'est Catherine Trautmann qui nous a mariés. Nous avons eu une fille qui est née à Strasbourg et qui le revendique très fort, même si elle y a très peu vécu. Mais qui a forte conscience d'être née à Strasbourg et qui le dit très volontiers. J'ai eu des activités de toutes sortes, hein, je ne pourrais pas les énumérer, mais dans le 3e séjour encore, j'ai écrit une pièce qui était une espèce de métaphore de l'Alsace, qui s'appelait Monsieur Ruisseau, qui était une pièce consacrée à Bach, donc. Et la pièce a été créée à Pôle Sud dans une mise en scène d'Anne Torres. Antoine Vicaire, qui était venu la voir, avait très bien vu et reconnu ça avec un certain plaisir, avait-il dit. Voilà, il y a eu des choses comme ça qui étaient que j'étais attentif au fait d'être là. Mais je pense que, pour être très sincère, cela, en dehors de ce que j'ai dit, qui ne s'est jamais démenti, même dans les séjours suivants, sur la ville, à part que j'étais à Strasbourg, et sur la beauté incroyable de la ville. Enfin, je me promenais hier soir encore dans Strasbourg tard la nuit. Strasbourg a un charme particulier la nuit. C'est incroyable, quoi. Mais en dehors de cela, je veux dire que ce que n'ai cessé de vivre en permanence, de cette situation à Strasbourg, c'est le dialogue, conflictuel ou pas, entre la culture d'expression française et la culture d'expression allemande. Ça, c'était en particulier dans la philo, puisque le 3e séjour, j'étais enseignant à la faculté de philosophie à Strasbourg. Là, on le sentait très fortement. C'est-à-dire,
la présence, mais complexe, vous le savez mieux que moi, la présence complexe de la philosophie allemande à Strasbourg, complexe parce que portée souvent par des gens qui sont arrivés à Strasbourg justement dans ce mouvement d'après-guerre où de très grands intellectuels français sont venus enseigner à Strasbourg, en particulier en philosophie. Enfin, l'histoire philosophique de Strasbourg est inouïe, mais pas seulement du fait d'Alsaciens, hein, avec des gens qui, pas du tout alsaciens, qui sont venus enseigner à Strasbourg et qui ont marqué la philosophie par leur enseignement et leurs écrits. Voilà, ça, je le sentais très fort. Le fait que c'était un point de dialogue extrêmement dense, intense, et je le voulais. Et j'ajoute à cela que Jean-Luc Nancy m'a demandé à la fac à Strasbourg, donc c'était là, je parle des années 80, des années 90, quoi, entre 91 et 97, où j'étais ici à nouveau, m'a demandé d'animer un groupe de recherche, de séminaire qui s'appelait Géophilosophie de l'Europe, qu'il avait créé en ayant conscience que c'était à Strasbourg que ça se crée, parce que la question européenne y prenait une signification, une résonance toute particulière. Il en est sorti, entre autres choses, ma thèse de doctorat de philosophie qui s'appelle Hypothèse sur l'Europe, et qui s'appelle Hypothèse sur l'Europe parce que nous étions ici et parce que nous réfléchissions intensément à ce qui s'est tramé d'Européens, mais pas seulement, bien sûr, depuis ce qu'on appelle la construction européenne, au sens institutionnel du mot, entre France et Allemagne, et en grande partie ici. Ça, c'était très présent. Ça a été très présent à tous mes séjours, à toutes les occasions. L'existence d'une culture spécifiquement alsacienne, je la connaissais moins. Pour être très sincère, je la connaissais moins. Alors, je connaissais assez tôt, enfin, l'existence d'un particularisme alsacien, identitaire, parfois extrêmement réactionnaire, parfois lié à des milieux d'extrême droite, soupçonnables de compromission avec le nazisme, etc. J'en connaissais l'existence, mais ça me paraissait un phénomène extrêmement limité. Les hasards de la vie, qui ne sont pas tout à fait des hasards, ont fait que j'ai eu très peu affaire à des Alsaciens qui vivraient l'Alsace dans ce repli. Au théâtre, il y en avait peu, hein, les Alsaciens qui étaient là, même lorsqu'ils étaient fortement imprégnés de culture alsacienne. Dominique Muller, dont on parlait tout à l'heure, évidemment Michel Deutsch, mais aussi Bernard Fred et plusieurs autres hein, que j'ai rencontrés en cette circonstance, n'étaient pas dans ce repli du tout, même lorsqu'ils étaient, par exemple lorsqu'ils parlaient le dialecte volontiers. Mais un exemple que je veux citer, hein, c'est peut-être pas... Je parlais tout à l'heure de Thomas Domange. Thomas Domange, son nom Domange et le nom de son père, bien sûr, qui sont des gens, disons, lorrains, pour dire vite. Hein. Sa maman s'appelle Beauce. Et son grand-père était Alphonse Beauce, qui était à la fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un responsable syndical, mais surtout un responsable politique du Parti communiste, c'est-à-dire quelque chose d'un peu extrêmement minoritaire, hein, à ma connaissance, en Alsace, et qui avait la fierté d'être le seul Alsacien à avoir serré la main de Mao Tse-tung. Parce qu'il était proche de Maurice Thorez, il avait à l'époque des responsabilités au Parti communiste, je crois locales bien sûr, mais nationales aussi, dans le comité central. Et à ce titre, en tant que proche de Maurice Thorez, il avait fait un des voyages en Chine, à l'époque où les responsables communistes voyageaient encore en Chine, c'est-à-dire avant le grand schisme, et il avait serré la main de Mao Tse-tung. Mais il me disait, quand je l'ai rencontré, c'était un vieil homme incroyablement chaleureux, il me disait qu'il était le seul Alsacien à avoir serré la main de Mao Tse-tung. Donc, ce que je veux dire, que ce n'était pas une idée très fermée de l'Alsace, vous voyez, c'était une Alsace particulièrement ouverte. La vie a fait que j'ai surtout croisé ces Alsaciens-là. L'existence de... L'inquiétude, le souci alsacien, je l'ai senti, je l'ai vu chez plusieurs de mes amis. Cette espèce de... Oui, tourment, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, quand même, je l'ai senti, mais moins que
qu'une sorte de joie de vivre, hein, qui va des plaisirs de la table au plaisir de la langue, en passant par les plaisirs de la forêt. Enfin, ma vie a fait que j'ai été en contact. Je ne voudrais pas qu'on finisse notre entretien sans dire d'un mot au moins que j'ai parlé du premier séjour et du troisième, mais qu'au second, c'est là qu'a eu lieu la création de l'attroupement à Strasbourg, qui était une aventure incroyable avec les premiers spectacles qui a été fait au Café-Théâtre de l'Ange d'Or, à l'époque à l'accueil de Patrick et Muriel Chevalier. Puis, épisode inoubliable, dont nous parlions encore hier soir assez longuement avec des gens qui en étaient, qui en avaient un souvenir très précis, un spectacle au Caveau du Dauphin, qui venait d'être... le restaurant du Dauphin venait d'être confié à Roland Brockbeck, qui était un restaurateur, mais qui était aussi un amateur et praticien du théâtre de longue date. Et où nous avons donné des représentations, je crois, un peu inoubliables, pas seulement pour ceux qui jouaient. J'en ai eu des témoignages encore hier soir. Au mois de décembre et janvier, donc entre décembre 75 et janvier 76. Ricoeur aussi, beaucoup d'autres, enfin, qui étaient là, qui sont difficiles à énumérer, et aussi ceux qui étaient encore présents et vivants et actifs quand nous étions là, et que Nancy et la Coulabarthe étaient de jeunes philosophes qui avaient choisi non seulement de venir à Strasbourg, mais d'y rester, comme vous savez, et d'y vivre et d'y travailler, alors qu'ils n'étaient pas alsaciens, même si la Coulabarthe était fascinée par l'Allemagne, et Nancy avait une pratique de la langue allemande forte. Mais il n'y a pas que ça, vous le savez aussi bien que moi. Il y a de l'autre côté, il y a Simmel aussi, à Strasbourg, enseignant, vivant et mourant à Strasbourg, où, sauf erreur de ma part, il est même enterré. Et donc, il y a cette... l'alternance des nationalités et le passage de la frontière d'un côté à l'autre du Rhin pendant un siècle a eu sur la vie intellectuelle des effets par moments dévastateurs, mais par moments incroyablement créatifs. Et comme la frontière franco-allemande dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde est semblable à beaucoup d'autres frontières, mais n'est pas tout de même n'importe quelle frontière, parce que c'est sur cette tension-là que se sont jouées 3 guerres, au moins, pour ne pas remonter trop loin, mais dont 2 qui étaient mondiales, qui sont déclenchées là et qui étaient mondiales, ou qui se sont jouées sur ce terrain-là particulièrement. La tension franco-allemande, politique, économique, militaire, mais culturelle, est une tension qui a une résonance qui dépasse de beaucoup un simple problème de voisinage. Voilà. Et dont on est les héritiers en de tout autre lieu. Je pense que beaucoup de gens l'ont senti. Par exemple, Lévinas, qui n'était pas appelé à cela au départ, mais aussi beaucoup d'autres, qui n'avaient pas forcément d'attache alsacienne. Et c'est ce qui fait de cette histoire une histoire commune, très forte, très dense, et à mon avis, dont les enjeux dépassent de très loin les gens qui en sont les porteurs éminents. Et moi, je voudrais qu'on n'oublie jamais que même de loin, que c'est pas seulement cette portée, mais que c'est aussi ce style, cette façon d'être, cette manière, comme disait Deleuze, cette manière d'être, cette manière, je le redis, qui touche à toutes sortes d'aspects de la vie et de la ville et des villes, et et qui fait que quand on vit, on travaille ici, et quand on n'y vit pas et quand on y revient, on a un sentiment d'une résonance toute particulière. Et que moi, je me sens pas du tout, en aucune façon, de dire que je suis pas grand-chose. Hein, c'est pas, le verbe être ne m'occupe pas beaucoup en ce sens du mot. Et en tout cas, que Strasbourg et l'Alsace ont une importance pour moi, mais comme je pense pour beaucoup d'autres, une importance déterminante, enfin, centrale.